Ok. Ok. Normalement, c'est good. Voilà, l'enregistrement doit marcher. Juste, vous avez entendu là comme quoi ça a commencé l'enregistrement? Ouais. Ouais, Ouais, c'est ok. bon pour moi. Ok. Donc, bonsoir à toutes et tous. Ravis, les amis du triathlon, de vous connecter. On est ensemble, voilà, pour une petite heure et demie. On a vraiment la chance et je le remercie parce que je sais qu'il est comme moi, il a 20 000 activités et que c'est pas simple, voilà, de donner de son temps. euh, de façon, voilà, sur les aspects de prévention. Et ça, je l'en remercie. On accueille ce jour donc David Rock, qui est, tu vas nous expliquer voilà, qui tu es et en tout cas ton approche. Tu vois, on a bien fait d'attendre parce que là, ça se connecte à fond. Et donc, je suis ravie d'accueillir David. Voilà, vous le savez, donc moi, je m'appelle Karine, pour ceux qui ne savent pas. Je suis en charge de la partie prévention et bouger avec la Lift Île-de-France. Ça fait maintenant 2, 3 ans qu'on fait des webinaires. Vous pouvez avoir accès sur tout un tas de thématiques. On a abordé tout un tas de choses, la respiration, la prépa mentale, plein de choses, la réflexologie. Et voilà, on sort un peu des sentiers battus du triathlon un peu que vous connaissez peut-être dans vos clubs, parce qu'il est important, voilà, pour des aspects déjà de prévention, de ne pas vous blesser, d'aborder tout un tas de thématiques, mais également sur les aspects de performance. Et donc, tous ces webinaires, vous pouvez les retrouver sur la Ligue, la chaîne YouTube de la Ligue Île-de-France de triathlon. Mais également, on les a transformés en podcast, voilà, pour que vous puissiez les écouter quand vous allez au boulot, quand vous courez, quand, voilà, quand vous faites du vélo, attention, vigilance, hein. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces podcasts. Alors, ce soir, nous allons parler un grand programme. Nous allons parler de prévention et je suis ravie voilà, d'accueillir David. David, est-ce que tu peux voilà, nous expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Voilà, Bien sûr. vas-y, tu peux y aller. Bonsoir à tous. Puis, bien, merci de votre accueil, hein. Merci aussi à la Ligue. C'est vraiment un plaisir de pouvoir participer. Vous entendez bien? C'est bon pour toi, Karine? Est-ce que tu Ouais, entends? nickel, nickel, Ouais, nickel. c'est bon? D'accord. Voilà. Donc, déjà, merci, hein. Merci à toi, Karine, pour cette collaboration. Et merci à la Ligue. Donc, c'est toujours un plaisir de faire des rapprochements en différentes pratiques. D'autant plus, effectivement, je me sens d'autant plus concerné que, à mes temps perdus, il m'arrive voilà, de m'entraîner au triathlon, de pratiquer le triathlon à Rennes Triathlon. Voilà. Tu nous Donc, as fait une belle épreuve là, en plus chez moi, dans les Pyrénées, il me semble. ouais, dans les Pyrénées, oui, oui, après un an d'interruption, ouais, on s'est attaqué au M de Saint-Lary, et, un peu surpris sur l'exigence du parcours, mais bon, ça, le minimum syndical a fait le job, et voilà, c'était un bon moment passé. Donc, bon, voilà, rapidement, me concernant. Donc là, évidemment, je suis professeur de pilates depuis 23 ans dans la méthode pilates classique. Et je suis également donc formateur en mobilité fonctionnelle. Donc voilà, donc j'ai été formateur à la fac de sport à Rennes. Et donc voilà, mon domaine d'expertise, effectivement, c'est la mobilité fonctionnelle en relation avec la méthode Pilate et l'étude des chaînes musculaires. Donc, le parallèle, en fait, il s'est fait entre le triathlon et mon enseignement professionnel. Il s'est fait naturellement, tout simplement, en rencontrant les pratiquants de différents niveaux, que ce soit ceux qui sont dans la performance, ceux qui sont en mode plutôt récréatif et loisir comme moi. Et quel que soit le niveau, le degré d'implication de chacun des pratiquants, y compris le mien, j'ai assez rapidement remarqué qu'il y avait en fait comment dire, des points communs en fait entre la méthode Pilate et, comment dire, et ses principes de multifonctionnel dans la prévention, déjà, par rapport aux trois activités, c'est-à-dire la natation, le vélo et la course à pied, et également dans le cadre de l'optimisation de la performance. Voilà, donc on peut dire que la méthode, elle peut cohabiter avec ces deux objectifs, un prioritairement pour la prévention, donc pour ne pas se blesser, ok, et deux dans l'optimisation de la performance. Voilà. Alors,
Voilà, donc pourquoi? Bah, donc voilà, on peut répondre à cette question sur deux faces. Oui, quel est, parce que c'est vrai qu'en préparant, voilà, cette réunion, on a échangé, on sait que, voilà, la pratique du triathlon, c'est un sport, exigeant, que pour la plupart, d'entre nous, ça reste une pratique, amateur, voilà. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont dans des groupes élites là, qui se sont connectés, mais, il y a tout aussi comment dire? La coordination de l'entraînement avec, tout simplement l'aspect de pouvoir faire les choses correctement entre la vie professionnelle et la vie privée. Et puis, finalement, quand on a discuté, on s'est dit il y avait un petit fil conducteur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là, sur ce fil conducteur? Parce que finalement, le triathlète, il veut quoi? Il veut être efficace. Et finalement, quelle est l'erreur qu'on fait tous et qu'il ne faudrait pas faire et sur quoi il faudrait peut-être réajuster notre pratique? Ah, on t'entend plus. Ouais, faut remettre le micro. Faut que tu remettes le micro. T'as le micro coupé, David. Ouais. T'as le micro. Non, c'est toujours coupé. Je sais pas pourquoi. Là, ça devrait être OK. Là, ça Ouais, devrait être c'est OK. bon. C'est OK Voilà, là. OK. Ouais. Donc, je sais pas si vraiment on peut parler d'erreur, c'est plutôt une question de conscience, d'habitude. Voilà, on sait tous que le triathlon prend du temps, les trois disciplines, et donc il y a un volume de travail à faire cohabiter avec sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Et donc, voilà, la priorité reste de s'entraîner, quels que soient ses objectifs. Et donc, on pourrait considérer finalement que la prévention et donc la méthode Pilates qui peut être un outil pour ça, et la mobilité fonctionnelle en général, c'est un petit peu la face cachée, l'entraînement invisible qui pourrait, comment dire, être davantage mis en avant pour deux raisons, c'est-à-dire bah, pour la prévention, pour pas se blesser, voilà, et dans le cadre de l'optimisation de la performance. Alors, pourquoi? Bah, tout simplement, le volume d'entraînement qu'on fait en triathlon, quel que soit son niveau, a inévitablement des répercussions sur le système ostéo-articulaire. Il y a des contraintes. Pour la natation, les rotateurs de l'épaule, qui plus est si on n'est pas nageur de base, hein, l'aspect technique comment dire, a une importance. Pour le vélo, bah, le vélo, les contraintes vont être moins liées à la gravité parce qu'on a une activité semi-portée, mais plus on enchaîne les volumes de vélo, plus on referme la chaîne antérieure, plus on augmente la syphose dorsale, plus on crée des déséquilibres, et plus on augmente le volume de vélo, plus on augmente les intensités, plus on augmente les watts, pour le jargon des triathlètes, plus le déséquilibre s'intensifie. Donc, il en est la même, et d'autant plus amplifié pour la course à pied, où là on subit davantage la gravité. Plus on augmente le volume, plus on augmente l'intensité, plus les contraintes augmentent sur tout le système musculo-articulaire, c'est-à-dire bah, les contraintes sur la colonne vertébrale, les contraintes sur les articulations. Bref, toutes ces contraintes amènent à des déséquilibres musculaires. On ne s'en rend pas compte parce qu'en fait, ce processus-là, il est assez insidieux parce qu'il se fait dans le temps. Et c'est pour ça que je parle vraiment de prévention, parce que souvent on s'en rend compte bah, quand il est trop tard. Et quand il est trop tard, bah, ça se manifeste comment? Bah, c'est une tendinite. Voilà, les aponevroses qui commencent un petit peu à s'inflammer, un terrain inflammatoire qui se met en place. Voilà, il y a des petits bobos qui arrivent progressivement. Alors on en est plus ou moins dans le déni, on dit ça va passer. Et petit à petit, bah, en fait, de Ah, voilà, le processus augmente. Et puis un jour ou l'autre, il y a une vraie blessure qui amène malheureusement à l'interruption partielle ou totale de l'activité. Voilà, donc ça c'est plus dans le cadre de la prévention. Et moi c'est le constat que je fais maintenant sur bah, voilà, mes 10 ans à peu près de pratique triathlon. Et voilà, dans le cadre de ma formation professionnelle et mes 23 ans d'enseignement en pilates, c'est toujours un petit peu le même processus, quoi. Voilà, c'est une question en fait, qu'on n'a pas conscience que la prévention fait partie de l'entraînement visible au même titre que la diététique, au même titre que la récupération. Et effectivement, c'est pas forcément mis en avant, tout simplement parce que peut-être qu'il n'y a pas les outils, les informations nécessaires. Voilà, ça c'est le premier aspect. Et le deuxième volet, c'est pour l'optimisation de la performance, la mobilité fonctionnelle, parce que la méthode Pilates est une pratique de mobilité fonctionnelle. Elle vise à
optimiser le geste sportif de façon globale et de façon spécifique. Et de la même manière pour les trois disciplines, pour la natation, pour le vélo, pour la course à pied. Alors là, effectivement, je pourrais vous faire un exposé de je ne sais pas combien de temps. L'idée, c'est peut-être plus d'avoir des questions précises et partir sur des exemples, voilà, pour que je puisse, puisse vous donner des arguments en quoi la méthode Pilate peut être préventive dans le cadre de l'entraînement du triathlon et en quoi elle peut augmenter, optimiser la performance. Et alors, je te rejoins complètement là. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre là, parce qu'il y a encore du monde qui s'est connecté, bienvenue au webinaire de la Ligue Île-de-France de triathlon. On est ravis d'accueillir David Roch, qui est prof de pilates, intervenant au club enfin, il pratique lui-même au club de Rennes Triathlon. Voilà, il était en train de nous expliquer, oui, ça glisse insidieusement les choses, hein. C'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à la C'est blessure. ça. Et Voilà. c'est aussi en lien, voilà, messieurs, dames, évidemment, indépendamment de votre vie de triathlète, vous avez votre job avec plus ou moins de sédentarité dans votre pratique de jobbistique, on va dire. Et du coup, ben, ce qui fait qu'il peut y avoir voilà, le combo des deux entre la non-fonctionnalité et le fait de rester trop assis et la pratique du triathlon derrière, ça peut engendrer effectivement des douleurs, des blessures. David vient d'en parler. Tiens, là, de ceux qui se sont connectés, tu avais envie de leur poser une question, non? Savoir s'il y avait des gens qui avaient été blessés déjà ou Bah voilà, en fait, qui parmi vous a déjà connu une douleur persistante? Voilà, parce que ça commence pas ça, une douleur qui est persistante, bon, bah, ça va passer avec le temps, hein, ou une blessure en triathlon, et voire même voilà, amener une consultation chez un ostéo et un kiné, et voilà, quelles sont les conséquences et quels sont les outils qu'on s'est mis en place. Voilà, il faut faire aussi le parallèle avec voilà, le personnel médical, les kinésithérapeutes. Moi, voilà, j'ai l'opportunité de travailler dans le domaine médical avec des kinésithérapeutes, non pas en rééducation, mais en réadaptation fonctionnelle sur certains aspects, en relation avec le sport la plupart du temps. Et c'est la plupart du temps, les conséquences sont diverses et variées, mais les causes restent les mêmes. Voilà. Souvent, là où on a mal, ce n'est pas la cause. Là où on a mal, c'est la conséquence. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pourquoi. Pourquoi? Voilà, quelle est la cause de la conséquence? Voilà. Et c'est là où peut intervenir la mobilité fonctionnelle, la méthode Pilates sur différents aspects, locomoteur, diaphragmatique. Elle peut intervenir justement pour déterminer, en tout cas déterminer les causes. Parce qu'en fait, la méthode, elle a une particularité, c'est qu'il y a une analyse du mouvement et on est toujours en fait dans une démarche sur le mouvement, de comprendre comment on fait le mouvement, voilà, d'un point de vue biomécanique. Et je te rejoins totalement. Alors moi, comme je suis pharmacienne, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je dis toujours le mouvement est un très bon médicament. Et toi, David, quand on a préparé ce webinaire, tu m'as dit, voilà, le Pilate ne muscle pas, il éduque le mouvement. Voilà, qu'est-ce que... Tout à fait. Alors, voilà, je mets un petit bémol, mais effectivement, la méthode Pilates classique, le but c'est de ne pas muscler, dans le terme populaire du terme, de renforcer. C'est un peu plus complexe que ça. L'idée, c'est, comment dire, de renforcer, de stimuler des muscles profonds stabilisateurs, c'est-à-dire des muscles qui, dans la pratique du triathlon, vont avoir une fonction de stabilisateur. Voilà. Il faut savoir qu'avant de marcher, avant de courir, avant de nager, avant de rouler, euh, le corps, dans sa première dimension, est dans la posture et dans le statique. Et se tenir debout, par exemple, tout simplement. Il y a tout un ensemble de muscles en profondeur qu'on ne peut pas ressentir, qu'on ne ressent malheureusement que quand on est blessé, qui sont des muscles stabilisateurs qui permettent en fait de maintenir, d'articuler l'ensemble du squelette, et plus particulièrement les muscles en profondeur au niveau de la colonne vertébrale, les extensions de la colonne vertébrale, et les muscles au niveau en profondeur du bassin, par exemple le plancher pelvien et transverse. Et donc ces muscles-là qu'on cherche à renforcer, donc à muscler, permettent de maintenir l'ensemble du squelette de façon harmonieuse, de réguler l'ensemble des chaînes musculaires, et ensuite, dans les mouvements, sur les trois disciplines, natation, vélo, course à pied, d'avoir de meilleurs transferts de force. Donc là, on répond à l'optimisation du mouvement. Mais ils permettent également
de protéger, c'est-à-dire Il y en a qui l'ensemble du savent système. pas. Attends, ouais, je t'interromps juste transfert Oui, de force. Est-ce que tu peux expliquer? Parce que c'est vrai que oui, toi et moi, c'est une évidence, mais pour des gens qui ne sauraient pas ce que c'est le transfert de force, est-ce que tu peux expliquer? Voilà, parce que tout oui. le Alors, monde connaît, j'ai compris, hein. un transfert de simple Ah, allô? force, voilà, pédagogiquement pour expliquer ça. Ok, donc on est sur le vélo. Donc quand on assise sur le vélo, donc déjà le vélo il est bien réglé. Hein, donc peut-être une étude posturale si à envisager, voilà, si c'est nécessaire, parce que ça peut venir aussi d'un mauvais réglage du vélo. Donc on pédale pas carré, on pédale rond, donc on pousse, on tire. Donc les cyclistes confirmeront, bien évidemment. Les genoux sont proches du cadre, voilà, le bassin il est bien fixé, on est en flexion vers l'avant. Et le transfert du force en fait vise à assembler un ensemble de chaînes musculaires de sorte à stabiliser l'ensemble du corps sur la selle, sur le cintre et sur les pédales pour que le transfert de force soit le plus efficace possible. C'est-à-dire, si on pousse sur les pédales et que le bassin bouge dans tous les sens et que les épaules bougent dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement sur la partie du corps qui doit être stable pour développer de la force sur les pédales, bah, le mouvement va être moins efficace parce que le transfert de force est moins efficace. Globalement, pour qu'un mouvement soit efficace, il faut qu'il y ait un point fixe. Et ce point fixe fait que les muscles stabilisateurs. Pour le vélo, si le bassin est stable, les cuisses seront stables. Si les cuisses sont stables, les genoux seront stables. Si les genoux sont stables, les chevilles seront stables. Et donc, le rendement sur le tour de pédale sera optimisé. Alors, je vais vous éviter les détails de toutes les chaînes musculaires qui peuvent s'engager sur un cours de pédale, mais il y en a énormément. Et le but de la mobilité fonctionnelle, donc en l'occurrence la méthode Pilates, c'est de coordonner, de synchroniser l'ensemble des chaînes musculaires, celles qui permettent de stabiliser une partie du corps pour avoir plus de rendement sur les parties qui sont motrices. Et donc ça ne se fait pas intuitivement. Ça se fait pas intuitivement parce que le corps, lui, il bouge toujours de la façon où c'est le plus facile pour lui. Mais le problème, c'est la façon dont le corps bouge et que ça soit le plus confortable pour lui, c'est pas forcément la façon où il y a le plus de rendement dans le mouvement pour les trois disciplines, ok. Et souvent, ce mouvement, il a tendance à mettre de tensions parasites qui vont engendrer des tensions, des compensations musculaires, des déséquilibres musculaires asymétriques droite-gauche, considérant qu'on a un côté plus fort que l'autre, qu'on est plus fort, qu'on est plus souple. Et donc, tous ces petits déséquilibres musculaires qu'on ne ressent pas, voilà, vont venir s'additionner et donc vont venir ensuite se manifester, donc par la conséquence, par un trouble musculo-squelettique. Voilà, donc ça peut être une lombalgie, une pubalgie, ça peut être une cruralgie, ça peut être une hernie discale, ça peut être, voilà, il y a, bon, bref, liste non exhaustive. Donc, l'idée, c'est pour reprendre la question, un transfert de force, c'est prendre conscience des zones du corps à fixer, à stabiliser, avec les muscles stabilisateurs en conséquence, voilà, qui ne sont pas forcément évidents à mettre en place. Il faut avoir juste conscience de sa posture pour ça, pour être plus efficient sur un mouvement, pour ne pas se blesser, pour le rentabiliser et l'optimiser. Voilà. Alors, je ne sais pas, ce qui est clair pour Ça moi donne n'est pas envie, ça forcément donne pour envie. vous. Ah bah, Après, effectivement, voilà, il y a une démarche, il y a un raisonnement biomécanique derrière, mais tout instructeur qui se respecte, prof Pilates ou en mobilité fonctionnelle, la pédagogie veut que l'arrière-plan biomécanique dont je vous parle, qui est un petit peu barbare dans les termes, bah, il y a une transmission pédagogique qui fait que dans la pratique, le pratiquant va pouvoir intégrer ces principes, les mettre en place pour augmenter sa force, augmenter le recrutement de ses muscles stabilisateurs et pouvoir effectuer un mouvement plus efficient, plus performant derrière. Voilà, tel but de la méthode.
En tout cas, passionnant. Si vous venez de nous rejoindre, parce qu'il y a encore des gens, David, qui viennent de nous rejoindre. On est avec David Roch, voilà, qui est prof de pilates et qui est lui-même triathlète au club de Rennes Triathlon. Alors, moi, depuis tout à l'heure, mais là, il y en a, ils doivent se dire, oh là 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 là, mais alors c'est quoi, comment intégrer le pilate au service du triathlète? Comment on fait? Comment Alors, t'as tout comment on expliqué. fait? Alors, déjà, il faut être convaincu. Ouais. Parce qu'on est triathlète, il y a trois priorités, c'est nager, pédaler, courir. Ouais. Si en plus on met un petit peu de PPG pour ceux qui sont à la performance en mettant de la musculation à charge lourde, trouver un créneau ou faire de la mobilité fonctionnelle, du pilate, voilà. Donc déjà, il faut être convaincu pour pouvoir mettre le pied à l'étrier. Faut Donc perdre pour gagner. C'est bon, ça voilà, pour être convaincu, bah, il faut pratiquer. Voilà, les mots ne suffisent pas, hein. Il faut avoir une bonne expérience avec un instructeur qui est pédagogue, surtout qui arrive à retranscrire la méthode Pilate dans le cadre d'une pratique spécifique, le triathlon, dans le cadre de la prévention, dans le cadre de la performance. Et à partir du moment où, dans la pratique, on ressent, on arrive à identifier, à contrôler, à optimiser et à amplifier, intensifier les sensations sur les groupes musculaires stabilisateurs en profondeur, c'est-à-dire ces muscles qu'on ne contracte pas consciemment. À partir de là, on est convaincu, on prend conscience qu'il y a des muscles profonds qu'on n'a pas le temps de prendre conscience, de ressentir quand on nage, que nous n'avons pas le temps de prendre conscience quand on pédale, que nous n'avons pas le temps de prendre conscience quand on fait des séries quand on fait la course à pied, quel que soit le thème, hein, que ce soit de la VMA, de la PMA, que ce soit de l'endurance, quel que soit le thème de l'entraînement, on n'a pas le temps de prendre conscience de ça. Donc, une séance de pilates, rien qu'une seule, en plein milieu de la partie hivernale, la partie de préparation, va permettre de prendre un temps pour soi, de prendre conscience de muscles dont je n'ai pas le temps de prendre conscience, de ressentir la pratique des trois activités. Alors, la période, à sens, pour pratiquer le triathlon me paraît la plus réaliste. Après la période hivernale, il y a les entraînements spécifiques. Voilà, avril, il y a les duathlons qui arrivent. Mois de mai, les premiers triathlons. Bah, après, voilà, voilà, en plein été, on est dehors. Et, voilà. Il y a aussi l'arrière-saison, septembre-octobre, où les compétitions commencent. Donc, d'un point de vue réaliste, par rapport aux trois pratiques, qui sont la priorité pour un triathlète, un petit trimestre, voilà, décembre, janvier, février, pas un cycle complet, voilà, 3 mois, à raison d'une fois par semaine, sur un créneau entre 45 minutes, 1 heure, avec un professeur compétent, ayant la volonté de faire ressentir et donc de vous convaincre, suffit dans un cadre de prévention et de ressentir tous les muscles stabilisateurs en jeu pour prévenir des blessures et optimiser. Ce qui est intéressant de faire aussi, je l'ai fait avec Rennes Triathlon, je l'ai fait une année. J'avais mis en place un créneau un mardi soir sur un de mes cours dans la salle où je suis formateur, dans mon centre de formation. Et donc, voilà, j'ai quelques triathlètes aussi qui viennent dans mes cours. Et ceux qui viennent sont convaincus et viennent maintenant même encore plus régulièrement parce que les blessures qu'ils avaient, ils les ont moins ou ils les ont plus. Eh oui. Voilà. Et Et alors, de façon concrète, là, s'il y a des gens, donc il y en a encore qui nous ont rejoints, bonsoir. Je rappelle, on est avec David Roch, hein, qui est prof de pilates et pratiquant au club de Rennes Triathlon. Concrètement parlant, est-ce que tu aurais des choses, voilà, à nous montrer, je sais pas, des petits exercices qu'on pourrait intégrer dans alors, la pratique? alors là, vous montrez des exercices là, maintenant, tout de suite. Ouais, Je ou suis des concepts en tout cas. Alors, je sais pas. Alors, par contre, ce que je peux m'engager avec grand plaisir, je peux vous faire un petit récap sur une vidéo et post-webinaire, avec grand plaisir, vous montrer voilà, sur 30 minutes, voilà, de façon interactive, voilà, des mouvements spécifiques pour la natation, pour le vélo, pour la course à pied, optimisation du gainage, optimisation du port de la colonne vertébrale, donc des extensions de la colonne vertébrale,
quel mouvement pour quelle pratique, bon, ça, je peux tout à fait le préparer avec grand plaisir. Il n'y a, y a aucun problème. Mais là, maintenant, dans l'espace où je suis, euh, il n'est pas, il est pas prévu à cet effet, donc je ne vais pas pouvoir répondre favorablement. Et puis en plus, je crois que tu vas faire des cours, non, cet Tout été? à fait. Alors, à ce sujet-là, voilà, cet été, j'y mets en ligne 2 fois par semaine. Voilà, le mardi soir à 18h30 et le dimanche matin à 10h30. Je mets en place 2 cours, mobilité fonctionnelle, Pilates. Voilà, ouverts, hein, on va dire, voilà, des cours assez génériques, visant, voilà, à travailler la mobilité fonctionnelle, c'est-à-dire le gainage, les muscles stabilisateurs et des étirements actifs. Donc, c'est un assemblage de mouvements globaux et holistiques visant bah, voilà, à maintenir, à développer tous les points que je vous ai précédemment cités. Voilà, donc c'est vraiment un cours, enfin, ce sont des cours qui sont accessibles à tous. Voilà. Mm. Et la respiration dans tout ça, alors je sais que moi, Alors, par exemple, alors là, voilà, alors, la respiration, il faut savoir déjà que alors c'est clair que le triathlon, on respire, hein, c'est les activités cardiovasculaires entre la VMA, la PMA, là, c'est clair que le diaphragme, il travaille fort et le transverse aussi. Ce qui est intéressant quand on pratique la méthode Pilates, on se rend compte un petit peu du fonctionnement du diaphragme, mais un petit peu plus en profondeur. Il faut savoir que le diaphragme, le seul muscle inspirateur, donc qui se développe inévitablement par les 3 pratiques, il a 2 piliers, il a 2 insertions, il est attaché avec 2 grandes gaines qu'on appelle les piliers du diaphragme, donc les piliers diaphragmatiques. Et il y a une zone particularité, c'est que ces diaphragmes, ces 2 piliers, ces 2 attaches, ces 2 gros élastiques qui tiennent le diaphragme, ils sont attachés à la colonne vertébrale, au milieu du dos. Donc, savoir utiliser son diaphragme dans des modes respiratoires spécifiques. Donc, dans la méthode Pilates, il y a une respiration qu'on appelle la respiration latérale costale. C'est une respiration gaine, un travail hypopressif, et on respire dans les côtes. Il va avoir une action, en fait, sur la contraction et le relâchement du diaphragme. Et comment dire, la, la, la conséquence de la contraction ou du relâchement du diaphragme vont avoir une incidence et des conséquences sur les tensions qu'on peut accumuler au milieu du dos, en haut du dos. Qui plus est en vélo, où on est une attitude complètement voûtée et le dos rond. Donc, le travail de la respiration latérale, costale, antérieure et postérieure en pilates, qui est une respiration qui est spécifique, elle va avoir une incidence sur la pratique du triathlon. Utiliser au maximum son diaphragme dans le maximum d'amplitude. Donc, par exemple, en séance de VMA, ça permet voilà, comment dire, de pouvoir rentabiliser la contraction de son diaphragme en l'utilisant de manière un petit peu plus précise. Okay, et la deuxième raison, ça va permettre d'avoir un relâchement, de relâcher les tensions diaphragmatiques qu'on peut accumuler au niveau du sternum et pouvoir donc ouvrir l'amplitude costale, la cage thoracique et reprendre de l'air plus rapidement dans des séances, par exemple des séances type où on est très très haut au niveau cardio-respiratoire, comme des séances de VMA ou des séances de PMA. Donc, voilà, le travail de la respiration latérale costale, il va amener effectivement un renforcement du diaphragme et une optimisation du travail de son inspiration dans les travails de séance, que ce soit durant son fondamental ou que ce soit sur des séances qui soient plus intensifs. Parce qu'on apprend à l'observer, à le travailler, à l'identifier, à le ressentir et à le contrôler. Et donc, si on en prend le contrôle, bah, on peut l'optimiser et on peut donc intensifier. Voilà. et c'est vrai que c'est, fondamental ce que tu dis. Alors dans la pratique, bien sûr, course à pied et vélo et alors la natation, on rentre dans un environnement, je sais que la natation, hein, c'est la bête noire des triathlètes. Il y en a plein, ils me disent: «Oh là là, la natation, une fois que la natation est passée, ça y est, je suis soulagée, je peux enfin, Ouais. être libérée». Et c'est vrai que, messieurs, dames, voilà, ne pas avoir, en tout cas toutes les notions là qu'on est en train de vous insuffler, David, elles sont fondamentales dans la pratique de
la natte, hein, Ok. parce que évidemment, un diaphragme qui n'est pas dans un fonctionnement optimal, c'est sûr que dans un milieu aquatique, ça ne va pas le faire, hein, et ça engendre tout un tas de choses, et c'est en lien avec tout un tas de blessures aussi que l'on voit, en lien avec une mauvaise fonctionnalité du corps dans la pratique de la natation. Mm. Tout à fait. Alors, je peux me permettre de donner un exemple là-dessus Ouais, concernant la vas-y. natation, hein. On connaît tous. Alors, moi, le premier, parce que moi, je nage un petit peu comme un menhir, hein, donc je recule plutôt Ouais, que non, je j'avance. connais. Et donc, le départ, non, mais je continue, je persiste, j'aime ça, donc je continue. C'est le but du jeu, c'est prendre du plaisir. Et donc, au départ de natation, voilà, bon, moi, je me mets jamais devant parce qu'il n'y a pas de raison d'aller devant. Puis, j'aime pas trop le water polo, donc moi, je prends mon temps, je me mets plutôt derrière. Et le fait d'aller derrière, moi, ça me permet de prendre du temps un petit peu. J'aime bien observer les comportements avant les départs en triathlon. Et évidemment, il y a un stress inévitable, l'effet de masse, le stress pré-compétition. Il y a une forme d'euphorie, ocytocine, adrénaline. Et donc, tous ces aspects physiologiques amènent des tensions musculaires. Il faut savoir que le diaphragme, c'est un muscle. En plus, la combinaison, qui a tendance, voilà, à refermer la chaîne antérieure. Donc, souvent, ce stress que l'on a avant pré-compétition est amplifié avec la natation et davantage si on n'est pas un nageur et davantage avec les combinaisons. Donc, vous voyez, quand on met les paramètres bout à bout, ça fait beaucoup quand même voilà, de tensions qui s'accumulent. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fermeture de la cage thoracique qui se fait, mais on ne s'en rend pas compte, hein. Donc, il y a une fermeture de la chaîne antérieure et on se sent un petit peu compressé au niveau du sternum. Et souvent, pour j'entends sur les retours de course, ah, j'ai pas réussi à placer ma natation, je n'arrivais pas à mettre mon souffle sur la natation, je n'arrivais Ouais, pas à placer ma nage, j'arrivais pas, je sentais que c'était coincé ici. Bah, c'est tout simplement parce que le diaphragme, il ne s'est pas relâché. c'est ça. Et que s'il n'est pas relâché, bah, ces deux piliers diaphragmatiques, là, ils vont avoir tendance à tirer sur la colonne, et donc ça implique sur l'aisance cardio-respiratoire, et ça implique également sur l'alignement et l'optimisation du positionnement pour ceux qui glissent, voilà, et pour ceux qui glissent un peu moins aussi, et pour ceux qui coulent aussi, dans l'eau. Et donc tous ces paramètres-là, en fait, ben, ils ont une incidence en fait sur l'optimisation de sa natation parce que le diaphragme, il n'est pas assez relâché. Et donc dans la méthode Pilates, justement, comme on prend le temps justement de faire des exercices respiratoires en relation avec le diaphragme, ça permet, avec quelques petites techniques et quelques entraînements, de pouvoir, juste avant voilà, le coup de pétard, de mettre en place quelques respirations latérales costales. Alors, il faut être réaliste, le stress, il sera toujours là, ça fait partie du jeu, c'est pour Oui, ça qu'on le fait, parce qu'on l'aime, ok. Mais il va participer, il va contribuer à relâcher le diaphragme. Et du coup, bah, dans la machine à laver, elle sera toujours là, on va avoir une capacité à placer sa nage d'un point de vue cardio-respiratoire et d'un point de vue donc sensation, voilà, qui va être un peu plus optimisé. Alors et évidemment, ça, pour ceux qui sont dans la performance, ça va être largement plus optimisé. Et pour ceux voilà, qui ne sont pas dans la performance, qui ne sont pas forcément nageurs, bah, ils vont passer, on va dire, moins salement, si je puis dire. Voilà. Donc ça s'adresse à tout le monde. Voilà. Il y a une optimisation à tous les niveaux. Ça désinhibe le stress et donc ça permet de prendre sa nage avec plus de sérénité en ayant un peu moins de contraintes. Bon, alors attention, hein, je ne suis pas en train de vous vendre la poudre de perlimpinpin. Le stress, il sera toujours là. Ça fait partie du oui, mais jeu. ça Mais il y fait. a des techniques qui permettent voilà, de faciliter le relâchement du diaphragme et de le préparer d'un point de vue anxiogène, pré-compétition, même dans les 24 heures avant, juste avant le départ, juste avant la natation et pendant la natation. Donc Et, ça se travaille, ça s'isole, faut en prendre conscience. Et puis une fois qu'on en a pris conscience, bah, voilà, on est autonome et on sait mettre le système en place. Et puis, tu le dis très justement, alors dans votre moi je dis toujours, enfin voilà, pour avoir beaucoup travaillé sur en tout cas comment fonctionne le cerveau, hein, c'est une approche intégrative, la vie, c'est la tête et le corps. Et tout ce que tu es en train de dire, alors bien sûr que tout ça, ça vous sert
dans la pratique du triathlon, mais bon, c'est aussi pour attaquer votre semaine, hein, tout simplement de boulot aussi, quand il y a des périodes aussi de stress importantes au boulot et qu'après vous vous alignez dans les courses, tout le système s'auto-emballe et donc c'est important, en tout cas d'intégrer, d'avoir des boîtes à outils, un peu comme le dit David, et puis d'utiliser les bons outils au bon moment. Antoine Petit, super, merci. Il nous pose une question, j'allais justement j'allais en tout cas demander à l'auditoire, savoir s'il y avait des questions. Il nous dit, David, selon toi, l'apport du Pilate par rapport à la musculation avec charge pour les pratiquants, t'en penses quoi? Et il te demande, est-ce qu'il y a des études qui portent sur l'efficacité de cette méthode? Il me dit, bon, finalement, c'est peut-être qu'une seule question. Donc, t'en penses quoi, le Pilate par rapport à la muscu avec charge pour les pratiquants? Alors, ce sont 2 choses différentes, OK, et totalement complémentaires, hein. Donc moi, indépendamment des profs de pilates, je suis aussi formateur professionnel où je forme, voilà, des coachs, des profs de sport, des thérapeutes dans la méthode instructeur pilates et assez souvent, régulièrement, je forme des personnes qui viennent du milieu de la musculation et donc la musculation et le pilates, ce sont 2 choses qui sont complémentaires mais différentes. La musculation, on est dans le travail global, on est sur une approche qui est analytique et on oriente son travail. Ah, ton micro a coupé. Bizarre. C'est bizarre. Ouais. Je sais pas pourquoi ton micro il s'est coupé. Pardon. Voilà. Voilà, Hop, super. excusez-moi. Tiens, ça se coupe tout seul, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, ce sont 2 choses qui sont différentes, la musculation à charge additionnelle et la méthode Pilates. La musculation à charge additionnelle, donc, c'est pour gagner en puissance, hein, pour gagner en résistance musculaire. La méthode Pilates, mobilité fonctionnelle, c'est pour travailler, renforcer, stimuler les muscles stabilisateurs, les muscles profonds. Donc, ce sont 2 approches qui sont complémentaires, dans le sens où les muscles stabilisateurs qu'on va renforcer en pilates, le transverse, le plancher pelvien, les extensions de la colonne vertébrale, les rotateurs des épaules, donc c'est-à-dire tout le plan profond de notre anatomie, vont nous permettre d'avoir une meilleure stabilisation et donc d'avoir des mouvements plus efficients en musculation et donc de mettre des charges plus lourdes. Donc, même principe, effet de prévention, pour ne pas léser les systèmes musculo-articulaires, effet d'optimisation, pour avoir une meilleure stabilité et d'avoir donc des transferts de force plus efficaces et donc de développer des charges plus lourdes. Donc je ne peux pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Je dirais que l'idéal, c'est vraiment les deux. Mais c'est clair que la musculation, pour ceux qui sont dans la performance, elle est indispensable maintenant en triathlon. Ça, c'est certain. Alors là, je sors un petit peu du côté Pilates. Les sports d'endurance ont tendance à cataboliser. Pour ceux qui veulent performer, la musculation en période hivernale, elle est, euh, elle est indispensable. Et la musculation à charge lourde aussi permet de faire de la prévention, tout autant que du Pilate. À la différence, c'est qu'on ne va pas aborder les choses de la même façon. Voilà, la musculation à charge lourde, elle va permettre de faire de la prévention parce qu'on va développer la masse musculaire qui va permettre de protéger la périphérie des articulations. Et la méthode Pilates va permettre de faire du renforcement musculaire sur les muscles profonds stabilisateurs qui vont plus, eux, avoir une fonction stabilisatrice en profondeur. Donc les deux sont complémentaires. Donc idéalement, je vous dirais, faites de la musculation avec charge additionnelle et faites aussi un petit peu de mobilité fonctionnelle. Et il y a de plus en plus de concepts qui sortent en même temps où il y a un mix des deux. Ça arrive de plus en plus. Mais c'est vrai que aussi, voilà, tu l'as dit, les muscles profonds, les muscles stabilisateurs, c'est quelque part aussi les fondations de la maison. Hein. Je dis toujours, une maison, voilà, met d'abord des bonnes fondations avant d'attaquer du lourd. Bah, Mais bon, tout à fait. Si on veut faire un bon squat c'est ça. et qu'on ne veut pas compenser que le bas du dos, qu'on ne veut pas se faire mal avec les reins, qu'on ne veut pas se faire mal au ménisque, qu'on veut mettre des charges, donc il y a de plus en plus de risques, beaucoup plus de contraintes avec la gravité, avec la charge, les disques vertébraux. Bah, il est clair que on peut mettre des charges, on va les soulever. Le corps, il va les soulever d'une manière ou d'une autre, mais à quel prix? Donc, si on est triathlète, qu'on fait un cycle en hiver avec des charges lourdes, qu'on a l'énergie pour, qu'on soulève les charges, mais sans s'en rendre compte petit à petit,
on crée des déficits et des troubles parce qu'il y a un manque à gagner sur certains muscles stabilisateurs qui ne se mettent pas en action pour protéger les articulations, bah, on peut faire une musculation lourde qui peut, à moyen et long terme, passer le cycle de musculation, créer des lésions. Donc, l'idée, c'est un petit peu le même principe qu'un arbre. On va considérer que la musculation lourde, c'est développer le tronc de l'arbre, développer les branches, Mm. développer les feuilles, hein, donc tout ce qui est périphérique. Et on va considérer que la méthode Pilate, dont j'ai que ça en tête comme image, c'est d'aller chercher les racines. En tout cas, ce qui est clair que s'il y a un coup de vent, s'il y a beaucoup de contraintes, on va considérer que le coup de vent, c'est les contraintes sur un mouvement, quel qu'il soit. L'arbre, il a beau avoir un gros tronc ou des grandes branches, si les racines ne sont pas profondes, bah, l'arbre, il va tomber. En revanche, pour le même coup de vent, on a un arbre avec un tronc peut-être un peu moins développé, avec des branches moins développées. Si ses racines sont bien profondes, bah, avec le même coup de vent, les mêmes contraintes, donc le même mouvement, bah, l'arbre il va pas bouger. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si l'image elle est pédagogique, mais voilà, pour faire simple, c'est un petit peu là ce principe. Donc les deux sont complémentaires parce que un arbre sans tronc, sans feuilles, sans branches et juste avec des racines, c'est pas un arbre. Mais un arbre, un tronc, des branches, des feuilles sans racines, c'est pas un arbre non plus. Donc un bel arbre, c'est des belles racines en proportion avec un beau tronc, des branches et des feuilles. Bon, j'avais que ça en tête. Hein. Bon, voilà. Ouais, c'est super. Non, mais t'es passionnant. Je suis sûre qu'il y en a plein. Est-ce que vous avez une dernière question avant qu'on parle de pilates et récupération? Comment tu l'intègres dans une pratique de récupération? Est-ce que vous avez des questions là pour l'auditoire? Je suis professeur de pilates. Antoine, est-ce que vous pouvez couper votre son, s'il vous plaît? Voilà, merci. Bonjour, je suis Ah, professeur. perdu. Karine, je t'ai perdu. Ah, ça revient. C'est bon. Il y a Émilie qui dit: Bonjour, je suis professeur de pilates. Je me demandais, est-ce qu'il existe certains exercices de pilates plus spécifiques pour les triathlètes? Alors, il n'y a pas d'exercice spécifique puisque, alors je réponds un peu de façon un peu rigide, mais après je vais mettre un petit peu plus de nuances. Il n'y a pas d'exercice spécifique puisque la méthode globale est une méthode globale et holistique. Et la méthode Pilates classique, elle ne résonne pas dans une approche analytique, elle résonne dans l'ensemble d'une chaîne musculaire. On cherche à travailler l'ensemble d'une chaîne musculaire pour prévenir telle ou telle blessure sur cette partie de cette chaîne musculaire. Donc l'idée, c'est de travailler l'ensemble d'une chaîne musculaire. Par contre, pour répondre favorablement, est-ce qu'il y a des exercices spécifiques? Non, mais il y a des exercices globaux. C'est-à-dire, pour la natation, on va travailler énormément sur la ceinture scapulaire. Donc, on va travailler les rhomboïdes, les dentelés, on va travailler les stabilisateurs des omoplates. Donc, on va travailler, donc là, comme c'est une professeure de pilates qui me pose la question, on va insister sur le leg pull prone, on va insister pour le roulis d'épaule sur le spine twist pour travailler les rotations de la cage thoracique, c'est-à-dire faire travailler les apophyses transverses, mettre de la mobilité dans la cage thoracique pour éviter de nager à plat et chercher un roulis d'épaule plus efficient. Voilà, on va travailler tous les exercices de Pilates qui proposent la stabilité des épaules et des omoplates et les rotations, les torsions de la chaîne dorsale et les extensions pour travailler les extenseurs de la colonne vertébrale bah, pour éviter de couler et plutôt chercher à se redresser, avoir des aliments, avoir un maximum d'aliments d'horizontalité dans l'eau. Pour le vélo, alors pour le vélo, là, c'est manifeste. Le vélo, il y a un problème. C'est pas le vélo. Hein. Le vélo, c'est qu'on est en hyperflexion dorsale et quasiment avec un bassin en rétroversion. C'est Et ça. l'hyperflexion dorsale, bah, arriver à un volume de travail et une intensité, va créer un déséquilibre musculaire entre l'antérieur et le postérieur. Donc, tout ce qui est travail pour les cyclistes, pour la partie vélo, on va insister sur les extenseurs de la colonne vertébrale pour compenser. L'idée, c'est de réguler les chaînes musculaires. La contrainte d'une pratique, je dois trouver derrière, en tant que prof, un exercice qui est antagoniste, qui est contraire à la discipline. Donc pour le vélo, ce sont les fléchisseurs qui travaillent, c'est la chaîne antérieure. Donc je vais travailler sur les muscles de la chaîne postérieure. Je vais travailler donc l'adduction des omoplates, je vais travailler le grand dorsal, je vais travailler tous les extenseurs de la colonne vertébrale, les multifidus, les fessiers, les ischios. Donc, je vais travailler les extenseurs. Donc, ça, il y a un mouvement qui s'appelle le spine dive. Voilà, tous les extenseurs. Et pour la course à pied,
Bah, la course à pied, c'est les deux. Il faut travailler les antérieurs et les postérieurs pour équilibrer les muscles du devant des cuisses et les muscles de l'arrière des cuisses et équilibrer la chaîne musculaire qui est devant, la chaîne musculaire qui est derrière. Alors là, bah, tous les muscles du programme, du répertoire Pilates classique, sont bons pour la course à pied puisque tous sont orientés sur un muscle indispensable en course à pied qui est les muscles transverses, le muscle profond des abdominaux, qui est un muscle expirateur, qui est une grande gaine qui entoure toute la taille et qui a des fonctions de maintenir les viscères en place, qui a une deuxième fonction de stabiliser les lombaires, donc de les protéger et de les mobiliser. Donc quand le muscle du transverse est correctement renforcé, il va stabiliser, mobiliser, protéger le lombaire, stabiliser le bassin, et donc il va permettre de réguler toutes les contraintes que l'on a de par la gravité sur le reste du système ostéo-articulaire, c'est-à-dire protéger les genoux, protéger les chevilles, protéger la région lombaire, protéger les pubalgies, etc., etc., etc. Donc voilà, je pourrais passer des heures à, voilà, à vous proposer des mouvements, mais globalement, le répertoire fondamental permet vraiment, pour la course à pied, d'optimiser et de protéger la colonne vertébrale. En course à pied, ce qu'il faut protéger, c'est le dos, le bas du dos. Et pour protéger le bas du dos, il faut le renforcer. Et pour le renforcer, bah, il faut renforcer, comment dire, contracter, solliciter les muscles stabilisateurs de la colonne vertébrale. Voilà. Et, et deux petites remarques à ce que tu as dit. Juste, je vois là dans les piscines des gens qui ont des plaquettes qui ressemblent à des plaques à pizza. Voilà, attention, attention, David vous l'a très bien imagé et justifié. Hein, si à un moment donné, vous utilisez effectivement des plaques à pizza, que vous n'avez aucune mobilité, bah, ça va faire bobo. Et puis, deuxième point, tu l'as dit, entre le vélo et la pratique de la course à pied, vous faites trop, trop peu de renforcement de la chaîne postérieure. Voilà, et c'est voilà, pas mal déficient sur cet aspect-là. Je le sais pour me balader dans pas mal de clubs. Voilà, il y a tout ça à insuffler. Et après, on se retrouve aussi avec, tu l'as dit, bah, du dos, mais également des gens qui ont des grosses problématiques de genoux inhérentes à tout ce que l'on vient de dire. Une dernière petite question ou pas? David, t'es passionnant, hein, ils vont demander tous tes coordonnées. Comment on pourra faire pour suivre tes cours là cet été, du coup? Bah, je vous mettrai un petit lien. Voilà, le concept il est en place parce que là je viens de finir ma saison. Donc il y a sur contact@rdpilates.fr. Il suffit de faire la demande pour se préinscrire. Et puis si vous êtes OK derrière, on vous envoie le process pour vous inscrire. Ok. Voilà, tout Ah, simplement. passionnant, messieurs, dames, je vous assure. Moi, je ne suis pas prof de pilates, mais c'est quelque chose que j'intègre dans ma pratique depuis que j'ai changé de vie. Et Dieu sait que, voilà, que c'est très important. David, on va passer au chapitre d'après. On avait prévu de parler un peu de la récupération, voilà, Oui, sur les aspects de prévention, toujours. Hein, voilà, là, on est. Alors, on entend beaucoup de choses par rapport aux étirements. alors indépendamment. Ah, Vas-y, oui. vas-y, vas-y. Alors, euh, alors, on parle de méthode Pilates depuis tout à l'heure, mais pour faire simple, la méthode Pilates, c'est la mobilité fonctionnelle, euh, c'est des étirements actifs. C'est pour ça que ça rééquilibre les chaînes musculaires, c'est-à-dire qu'on va tout autant renforcer des muscles stabilisateurs qu'on va étirer. On est sur un principe en fait d'agoniste-antagoniste, c'est-à-dire qu'on va travailler tout autant euh, le renforcement des chaînes musculaires et on va tout autant les étirer. Donc là, voilà, je fais la passerelle, la transition. Les étirements. Alors, les étirements sont un outil de préparation, voilà, de prévention, mais ce sont aussi un outil de récupération derrière. Et dans la méthode, on renforce tout autant qu'on s'étire. On ne peut pas considérer, en fait, de séparer la force et la souplesse. D'un point de vue dans le raisonnement d'une chaîne musculaire, d'un muscle, la force et la souplesse sont les deux face d'une seule et unique même pièce. Il n'y a pas l'un qui va sans l'autre. Donc, ce qu'on va chercher en fait quand on s'entraîne, quand on pratique, on va chercher à amener des exercices qui permettent aux chaînes musculaires
qui ont été sollicités, voire sursollicités par les trois disciplines, à contracter les muscles antagonistes, les muscles contraires à ces chaînes musculaires, pour pouvoir les étirer. Exemple. Euh, j'ai sollicité beaucoup mes quadriceps sur une course à pied. Voilà, j'ai les quadriceps, j'ai les psoas, j'ai les tibiales, les jambiers péronéés antérieurs, j'ai la cheville, les fléchures de la cheville, qui sont sous tension, parce qu'ils ont été sollicités sur 5 km, 10 km, 20 km, 40 km. Évidemment, plus le volume est conséquent, plus la contrainte est proportionnelle. Donc, le but du jeu, ça ne va pas être d'étirer proprement dit toute cette chaîne musculaire. Le but du jeu, c'est qu'on va contracter les muscles opposés, les fessiers, l'arrière des cuisses, les ischios. On va solliciter le creux du genou, le poplité. On va solliciter le mollet. Et en sollicitant cette chaîne musculaire, l'arrière de la cuisse, naturellement, le devant de la chaîne, donc le psoas, la hanche, le devant de la cuisse, le tibia, vont venir s'étirer. Donc le principe, en fait, c'est que la méthode Pilates fait aussi office de stretch global actif. On contracte une chaîne musculaire pour étirer sa chaîne musculaire opposée. Et donc, dans cette pratique-là, ça contribue à la récupération. Ça contribue. Alors après, derrière, il faut faire de la pressothérapie, après, il y a des massages, après la cryothérapie. Voilà, donc il y a plein de techniques de récupération active ou passive. Donc, on va chercher à optimiser la récupération dans cette pratique-là. Donc, exemple, on a fait un tri, on a fait une grosse séance à pied, on sent qu'il y a des courbatures. Donc, dans sa séance, voilà, on va amener des mouvements sur les groupes musculaires qui ont été sollicités et on va chercher à travailler leur antagoniste, c'est-à-dire leurs muscles opposés, pour pouvoir les étirer. Alors, attention, par contre, je mets une réserve, il n'y aura pas d'étirement proprement dit passif en profondeur. Voilà, il faut savoir qu'il y a certaines formes de stretching, parce que le stretching, c'est un petit peu le bazar parce que dans le stretching, il y a de tout. Hein. Il y a de la mobilité, il y a de l'élasticité, il y a de la plasticité, il y a de la mobilité ostéo-articulaire, il y a plein de paramètres. C'est pour ça que des fois, on peut être un petit peu perdu là-dedans. Il y a des techniques de stretching qu'il ne faut pas faire en récupération parce qu'elles vont augmenter le processus, elles vont augmenter le temps de processus de régénération musculaire. Et il y a d'autres techniques qui sont favorables. Voilà, donc pour faire simple, il ne faut pas tirer fort sur un muscle et pas faire d'étirement passif sur un muscle quand le muscle a été très sollicité. Parce qu'on va retarder la reconstruction musculaire puisqu'il y a des lésions musculaires au niveau des myofibrilles. C'est les courbatures, c'est ça. Faire un travail de stretching global en prenant des exercices de la méthode qui vont vraiment être appropriés pour pouvoir optimiser la récupération musculaire derrière. Voilà. Donc oui, c'est un outil de récupération musculaire, voilà, qui est pas total, qui est partiel, avec en plus derrière le massage, la cryo. Voilà. Mais effectivement, ça rentre dans ce cadre-là. C'est un mode de récupération active. Voilà. Souvent, il y a le débat, s'étirer ou pas juste après l'entraînement. Alors moi, je dis toujours, ça dépend, ça dépasse. Toi, justement, là, tu viens d'y répondre hein, à la question, justement. Alors, bah, moi, j'ai fait mon mémoire justement sur cette partie-là, justement, sur le stretching. Voilà, pour qui, pourquoi, comment. Mm. Voilà, donc là, ça serait, si on parlait de stretching, on pourrait en parler dans l'optimisation, dans la prévention, on pourrait parler aussi dans la récupération. Il faudra refaire une définition claire de c'est quoi le stretching. Effectivement, on peut être un petit peu perdu. Bon, ça fera jamais de mal de s'étirer. Mais voilà, pour s'étirer, il faut bien placer son bassin, il faut tirer les bonnes chaînes musculaires, il faut s'étirer sur la bonne tension. Voilà, bon, dans Oui. l'absolu, il ne faut pas se prendre la tête, s'étirer, ça fera toujours du bien, mais il faut faire attention. Voilà, il y a certaines formes d'étirement un peu trop poussées qui peuvent voilà, amplifier les lésions et ne pas favoriser la récupération.
et plutôt voilà, dessus, faut être attentif. Moi, je serais plutôt, je pense qu'il est préférable en récupération de faire des récupérations plutôt passives, massage, pressothérapie, cryothérapie, et intégrer après, voilà, des séances de mobilité fonctionnelle, pilates, stretching, à titre de prévention. Moi, je vois plus le stretching comme un outil de prévention qu'un outil de récupération. Ok. Et puis tu Voilà. l'as dit. Après, c'est attention, hein, je n'ai pas la science infuse. Hein. C'est plus un choix personnel de par ma propre expérience personnelle en tant que pratiquant et par rapport aux différents profils que je peux rencontrer depuis de 23 ans. Moi, j'estime que le stretching, c'est davantage un outil de prévention qu'un outil de récupération. Et donc, tu l'as dit, on va chercher. Moi, j'aime beaucoup aussi utiliser un peu la physiologie du corps, hein, pour des aspects même de renforcement, de récupération, comme tu l'as dit, avec les chaînes antagonistes et agonistes. Alors, il y a Sophie qui nous demande, conseillez-vous l'utilisation de petits matériels? J'ai le sentiment qu'un mouvement bien exécuté se suffit à lui-même, surtout en récup. Alors, Alors oui, le petit matériel, il va permettre d'intensifier certains mouvements. Le petit matériel, il va permettre de faciliter la perception de certains muscles stabilisateurs parce qu'on va permettre de fermer les chaînes musculaires. Donc pareil, hein, tout est bon dès lors que ça s'adresse à la bonne personne au bon moment et que les choses sont amenées de façon logique et rigoureuse. Donc bien sûr, le petit matériel, c'est très 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 intéressant, quoi. Maintenant, je dirais que les étirements les étirements qui sont corrects, bah, c'est ceux qui vous font du bien et qui vous amènent une récupération plus rapide. Voilà, voilà. Donc les mots suffisent pas. Après, il faut expérimenter. Hein, hein. Par contre, attention aux autoprescriptions. Attention, je dirais la seule chose où je mettrais un petit bémol, c'est son placement. Parce que des fois, en voulant se faire du bien, on peut se faire du mal. Non pas par manque de rigueur, non pas par jean-foutisme, mais juste par technique de savoir se placer correctement. Voilà. Et c'est souvent, absolument. Merci. les pratiquants, quels qu'ils soient, n'ont pas conscience du placement de leur bassin et de l'alignement de leur colonne vertébrale. Et tout passe à travers là. Tout passe à travers le placement du bassin et de la colonne vertébrale. Et ça, je vais le dire de façon très très ferme, ça s'apprend. Ouais, et tu l'as dit Ça très s'apprend. justement, et ça demande aussi, c'est pour ça que d'intégrer, c'est en tout cas d'intégrer ce débat-là dans la pratique du triathlon et c'est fondamental parce que quand je vois par moment, même sur des exercices tout simples comme la planche, voir des consignes de placement qui sont pas du tout là, ça, enfin, je veux dire, avant d'exécuter le mouvement, il faut déjà être bien placé. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et si vous êtes éducateur aussi, c'est voilà, toute l'importance qu'on a quand on corrige les gens. Voilà, c'est notre job aussi de corriger les gens. Bah, bien sûr, mais pour corriger, il faut avoir comment dire, la transmission pédagogique et il faut comprendre l'arrière-plan biomécanique et anatomique de comment se place, Mm, comment fonctionne un bassin, une colonne vertébrale, les contraintes, mm. considérer que chaque bassin, chaque colonne vertébrale est singulière par rapport à chaque pratiquant, à chaque niveau de pratique. Voilà, donc tout ça, ça s'improvise pas. Il y a des formations, pour ça. Et je pense que dans les clubs de triathlon, bon, moi je ne fréquente que Rennes Triathlon, ce n'est pas du tout de la mauvaise volonté des éducateurs sportifs, c'est tout simplement un manque de formation parce qu'on ne peut pas tout faire dans les formations et dans les formations on va droit au but par rapport à ses spécialités. Donc on comprend, moi je comprends tout à fait voilà, que les entraîneurs de triathlon, ils sont davantage voilà, bah, dans la méthodologie, la planification d'entraînement, microcycle, microcycle, macrocycle, en fonction des objectifs, sprint, distance M, long, par rapport au niveau du groupe. Donc voilà, on ne peut pas tout faire, donc c'est pas du tout de la mauvaise volonté, mais par contre, c'est là où moi je suis en parfait accord avec toi, Karine, et c'est la motivation pour laquelle j'ai répondu favorablement à ce webinaire. Il faut rassembler, voilà, il ne faut pas que chacun de son côté, il faut amener les thérapeutes, il faut amener les éducateurs sportifs,
les faut travailler bénévoles, ensemble. les brevets fédéraux et les forces actives des clubs aussi, où des fois, voilà, il y a des professeurs de yoga, de pilates, et je pense que toutes ces connaissances, toutes ces expériences sont complémentaires et que parfois, bah voilà, on pourrait optimiser ces forces vives et faire des propositions ponctuelles. Voilà. Alors moi, je sais que dans le club, pour citer bah, Thomas Postic, qui est notre entraîneur, quand il y a des stages qui sont proposés, pourvu que je peux être disponible, ça m'est arrivé voilà, dans les crèches, bah, qui me dit bah, tiens, David, est-ce que tu peux pas, voilà, à la période d'avril, mettre en place une petite séance mobilité fonctionnelle, stretching, pilates. Donc, il introduit ça dans le stage et donc, c'est une découverte pour certains. Voilà. Et c'est une expérience et bah, on introduit ça dans le planning du week-end et je trouve ça intéressant. De toute façon, les mots ne suffiront pas, on sensibilise. Faut tester, Seule la essayer. pratique fait Ouais. foi, seule la perception fait foi, seule l'expérience Mm. corporelle fait foi. Voilà, on ne peut pas expliquer un triathlon, il faut le pratiquer. C'est ça. Voilà, Oui. on ne peut pas expliquer un muscle profond, il faut aller le chercher. Donc, la pratique, hein, sans action, les mots n'ont pas de valeur. Donc voilà, il faut mettre des choses en place et des petites choses, mais il suffit de ressentir une fois pour que le cerveau il percute. Ah, il y a quelque chose à aller chercher là. Voilà. Exactement. Et pour ça, bah, il faut être curieux. Il faut être Tu, curieux. tu Voilà. nous avais Et parlé. peut-être sortir la tête du guidon de temps en temps. Hein, parce que bah, souvent, quand on sort la tête du guidon, c'est bah, je suis, voilà, je peux plus m'entraîner, je suis voilà, en interruption bah, parce que je suis blessé. Ça pourrait peut-être être évité ou pas, mais peut-être que ça aurait pu être évité ou peut-être qu'on aurait pu apporter une contribution pour que ça soit moins grave ou peut-être apporter une contribution pour que ça ne récidive pas. Voilà, il y a des choses, il y a des choses à faire, quoi. Il y a des choses à faire. Mais bon, voilà, c'est le temps. Et tu nous avais parlé, là, quand on avait préparé là, sur tout ce qui est prévention, récupération, on avait parlé du psoas, voilà, travail du psoas sans hyperlordose. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu rapidement? Bah oui, le psias, c'est le vilain petit canard, hein, mais ça ne l'est pas. Le psoas, c'est une victime. Hein. Le psoas, c'est une victime. C'est pas Pour lui ceux le qui ne savent responsable. pas, le psoas, ce que c'est, voilà. Alors, le psoas, c'est le muscle qui fait la liaison entre votre tête fémorale, votre fémur, votre cuisse, votre jambe, pour parler simple, et votre bassin, d'accord. Et donc, bah, sans lui, en fait, les jambes elles tombent par terre. Ça serait un petit peu dommage. Et donc, il est sursollicité en course à pied. Il est hyper contracté. C'est un muscle qui est tout petit. Il n'est pas très élastique. Il n'est pas très grand. Il n'a pas vraiment de propriété à s'étirer. Et puis, par contre, il est super costaud, super large. Et donc, il subit énormément de contraintes. Il est très vaillant, etc. Mais c'est une vraie poubelle. Il prend plein de toxines. Et puis un jour, bah, il en a marre. Il est tellement contracté, tellement sursollicité. Bah, un jour, il en a marre. Il fait une inflammation. Et puis, bah, si le psoas il fait une inflammation, dans même certains cas, un battement de jambe, ça peut être très douloureux. Alors, le vélo, n'en parlons pas. La course à pied, n'en parlons pas. Et donc, il est sursollicité et on n'étire pas. C'est-à-dire qu'on contracte tout le temps, on l'appuie toujours sur la tête et on n'étire pas. Donc, au bout d'un moment, il n'en peut plus. Et des fois, il est tellement costaud que lui, il s'enflamme pas, mais comme il est attaché au lombaire, et ben, il dit allez, moi je suis encore costaud, et puis bah, je vais les tirer sur les lombaires, et puis il tasse les vertèbres lombaires et on a une lombalgie. Donc parce qu'il est attaché au lombaire. Donc le psoas, voilà, il faut les tirer, mais pour les tirer, il faut savoir les tirer, il faut contracter ses abdominaux pour annuler la lordose lombaire en contractant ses fessiers. Donc il faut apprendre à contracter ses fessiers et à contracter ses abdominaux simultanément pour pouvoir les tirer correctement. Ça se fait pas tout seul. Voilà, ça se fait pas tout seul. Alors si on sait le faire, bah, ça se fait tout seul. Mais si on ne sait pas le faire, bah, il faut apprendre à le faire correctement. Donc, quand on étire son psoas en cambrant un maximum dans les reins, on n'étire pas le psoas. Non. On met des tensions dans les vertèbres lombaires. Euh, et la plupart des personnes qui sont prises en flagrant délit, elles ne le font pas, non pas parce que elles font pas exprès, c'est juste que bah, elles n'ont pas l'expérience corporelle pour faire la différence. Bah, comment j'ai tiré mon psoas avant et comment je peux les tirer maintenant. Mais c'est clair qu'il y a une façon de les tirer qui va être efficace, qui va contribuer humblement à relâcher un peu le psoas. Et puis il y en a une autre, bah, ça va quasiment pas les tirer. Et par contre, ça va mettre plus de contraintes dans le bas du dos. Voilà, donc le psoas, ouais, c'est une victime. C'est Et une puis, victime.
dans les petites phrases philosophiques, un peu dans l'intégration de vos entraînements, j'aime beaucoup ça parce que c'était sur un autre concept lors d'une discussion avec une adhérente d'ailleurs du club de triathlon. Elle m'avait dit, Karine, est make waste, c'est-à-dire précipitation amène gâchis. Je pense qu'on est vraiment dans ces aspects-là aussi parce que quelque part, voilà, soyez patient par rapport à vos aspects. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous voulez performer, progresser. Mais je pense que cette phrase, elle est vraiment forte parce que voilà, quand vous précipitez pas les choses et que vous faites les choses de façon, tu l'as dit, la conscience, la tête et le corps, voilà, et aussi d'avoir conscience aussi quand il y a des fois, vous êtes peut-être trop fatigué et peut-être justement c'est le moment de pas aller à la cape et de pas aller à la natation et peut-être faire une petite séance de pilates. Voilà, c'est aussi ça euh, être aussi dans la connaissance de soi au quotidien au bénéfice de la prévention et de la performance. Je pense que c'est essentiel. D'accord. Tu disais aussi sur un petit peu les mouvements, il y avait tout ce qui est la synergie périnée transverse. Est-ce que tu veux en parler, en dire deux mots Oui, bah, bien sûr, hein, alors le périnée, alors je préfère parler de plancher pelvien que de plancher périnée, pelvien, oui, parce que le d'accord. périnée est un muscle du plancher Oui, pelvien, on et le est d'accord. périnée tout seul, il fait pas grand-chose, hein, Non. voilà, c'est un petit nerveux, il est rapide, mais il va pas rester contracté plus de 20 secondes, et même pour un périnée super tonique. Donc, les muscles du plancher pelvien, bah, voilà, ils s'adressent à tout le monde. Alors peut-être davantage à des triathlètes qui sont mamans, qui ont eu plusieurs grossesses, peut-être davantage à un certain, comment dire, un certain niveau de son chemin de vie, quadragénaire, quinquagénaire, on va dire donc pour les vétérans, mais aussi également pour les plus jeunes. Hein. Sa fonction est de maintenir les viscères en place, c'est-à-dire que c'est un hamac. Et lui, le but du jeu, c'est un gros élastique qui permet en fait bah, d'éviter la descente d'organes. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, en revanche, c'est que la natation, elle favorise l'engagement du plancher pelvien inconsciemment. Parce que si on gaine en natation, le plancher pelvien, il va se contracter à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc pour les jeunes nageurs, pour la jeunesse, voilà, qui sont très toniques, voilà, de par leur entraînement en triathlon, le plancher pelvien, il va se contracter, il va s'impliquer naturellement dans la chaîne musculaire. Et pareil pour le transverse, ils vont gainer, ils vont rentrer le ventre. Mais donc il a son importance hein, d'en prendre conscience, de l'optimiser, de le renforcer, voilà, pour qu'il assure sa fonction de maintien des viscères en bas, au niveau du rectum, et qui maintient les viscères devant. Hein. Donc c'est une grande boîte. Après, moi, ça m'évoque plus sur le profil des triathlètes qui arrivent en cours de vie. On se met au triathlon après ses 30 ans, après ses 40 ans, après ses 50 ans. Et on n'est pas forcément triathlète dire, de formation. Et des personnes aussi qui font du triathlon, on retourne au sport. Voilà. Et là, effectivement, c'est d'autant plus important que s'il n'y a pas une conscience du plancher pelvien, indépendamment de la natation qui va faire un petit peu le job, qui va amener le plancher pelvien à se contracter d'une manière ou une autre, puis qu'il y a très peu de contraintes parce qu'on est sur le plan horizontal, donc il n'y a pas les contraintes de gravité vu qu'on est porté par l'eau. La course à pied, elle, c'est vraiment le vilain petit canard du plancher pelvien parce que bah, on subit toutes les gravités. Et si on reprend le sport, donc, bah, voilà, je vais donner un type complètement, voilà, un exemple d'une personne qui est, voilà, qui est au retour au sport, ou qui est sportif, qui se remet au sport, qui reprend une licence de triathlon, qui suit un plan d'entraînement, qui veut faire un M, qui veut faire un Ironman, bref, elle met un volume de travail. Voilà, donc elle va augmenter toutes ses capacités dans ces trois disciplines, et elle enchaîne du volume. Mais son plancher pelvien est peut-être un petit peu hypotonique. Hein. Donc au demeurant, si c'est quelqu'un qui est plus ou moins sédentaire, ça pose pas de problème. Mais pour quelqu'un qui fait de la course à pied, qui augmente le volume, l'intensité, il va y avoir des contraintes. Il va y avoir des contraintes et il se peut que bah, le plancher pelvien n'étant pas assez contracté, ça crée des petits désagréments. Par exemple, une petite fuite urinaire. Voilà. Quand on court à pied et voilà, qu'on sent la petite gougoute entre les jambes, bah, faut se poser la question. Voilà, on va appeler un chat, hein, voilà, on brise les tabous, on brise la glace. Il faut se poser la question.
Voilà, je parle pas du pipi anxiogène avant la natte, hein. C'est pas la même chose, hein. Je parle vraiment en course à pied. Je parle en course à pied. Le Il pipi faut de la peur. voilà, le pipi d'apport, c'est pas la même chose, hein. Mais il faut se poser la question. Voilà, la petite gougoute, voilà, en course à pied, il faut se poser la question. Voilà, donc après là, c'est assez subjectif. Ça dépend de la personne où elle en est dans son chemin de vie sportif. Mais quoi qu'il en soit, pour tout le monde, homme ou femme, parce que ça concerne aussi les hommes pour la prostate, c'est intéressant de lire le mode de poids de son corps et de savoir comment ça se passe en profondeur. Et ça permet donc dans la prévention de maintenir les viscères, d'éviter voilà, les désagréments qu'on peut avoir avec la course à pied. Et le plancher pelvien voilà, permet également d'augmenter, voilà, d'optimiser la performance parce que il plaque les viscères contre la paroi vertébrale, contre les lombaires, hein, avec le transverse, parce que le plancher pelvien et le transverse travaillent en synergie. Ce sont deux groupes musculaires qui travaillent ensemble. Et ça, on apprend aussi voilà, à le travailler, à en prendre conscience, à le détecter, à l'identifier. Voilà. Bon, pour ça, il faut prendre son temps. Et après, une fois qu'on arrive à contracter son plancher pelvien et son transverse ensemble, en natation, on peut les remettre en place rapidement. En vélo, on peut rapidement les mettre en place et on va en sentir tout de suite que le transfert de force va être plus efficient parce que le bassin est plus fixé, parce que ces muscles contribuent à stabiliser également le bassin, puisque les viscères sont mieux tenus. Et donc, le transfert de force sur les trois disciplines va être plus efficace et on va le ressentir. C'est subtil, mais la démarche est d'abord identifier, contracter ces muscles-là. Une fois qu'on les identifie, on en prend le contrôle. Une fois qu'on en prend le contrôle, on peut euh, monter en puissance dessus et les solliciter davantage. Et une fois qu'on a une mémoire corporelle de ce groupe musculaire en sensation, on va pouvoir derrière donc les réintégrer de façon proprioceptive en natation, en vélo ou en course à pied. Et on va sentir des effets notoires subtils. On va sentir effectivement qu'il y a plus de rendement, il y a plus d'intensité, il y a plus de niveau de contraction dans les muscles moteurs. On va tirer plus d'eau avec la main, on va sentir un meilleur gainage au niveau du bassin, on va avoir un meilleur poussé, une meilleure traction de la pédale, donc un meilleur rendement sur le vélo, on va avoir une tenue beaucoup plus droite, une attaque du pied sur le sol qui est plus dynamique, on va avoir un meilleur transfert de force. Donc encore une fois, dans le cadre de la prévention et dans le cadre de l'optimisation. Voilà. Mais pour ça, avant, il faut l'identifier, le ressentir. Et puis une fois qu'on le ressent, qu'on l'identifie, voilà, on met sa conscience, son attention, sa concentration dessus, et puis c'est parti. Voilà, on travaille Ouais. avec. La réactivation, je pense que voilà, pour faire beaucoup de conf neurosciences sur les désagréments du monde numérique, sur tout ça, voilà, il faut remettre en tout cas l'église au centre du village. Voilà, retravailler en conscience. Ça passe par effectivement, tu l'as dit, l'attention et aussi les consignes de placement avant d'exécuter les mouvements. Allez, des petites questions là. Est-ce que pour David, il nous reste, voilà, on va dire un petit quart d'heure et puis dans un petit quart d'heure, on se quittera. Tu avais parlé pendant ce temps, pendant que les gens réfléchissent là, à des questions qu'ils auraient envie de poser. C'est passionnant, on pourrait rester bien sûr des heures avec toi, David, sur toute la fonctionnalité, les spécificités de justement la pratique du triathlon et de tout ce que ça peut engendrer comme bobo si on n'est pas dans la conscience des choses et aussi de la progression hein, dans vos séances, bien évidemment. Tu avais parlé voilà, le pilote au cours de la saison, en attendant qu'il y ait quelques questions. Tu nous as dit, voilà, plutôt l'hiver, voilà, par rapport aux fondamentaux de posture et de mobilité. Oui, tout à fait, parce que la période hivernale, toujours dans le cas du triathlète, de ce que j'ai pu constater, c'est la période la plus propice voilà, où il y a plus de disponibilité. Je veux dire, on est sur un travail foncier, voilà, sur les trois, on est dans du global, il y a de la PPG, donc ça peut rentrer dans le cadre de la préparation physique générale, en lien étroit aussi avec la musculation un peu plus lourde, hein, pour gagner en puissance. Donc on fait de la prévention, on travaille
les muscles profonds, on travaille la mobilité active avec la méthode Pilates, on travaille des charges un peu plus lourdes pour développer la puissance, voilà, se construire musculairement. Et ce travail-là, bah, il peut vraiment bien se placer en plein hiver. Maintenant, voilà, je mets un petit bémol là-dessus. Moi, je suis pas un expert de la méthodologie de l'entraînement et des cycles d'entraînement. Euh, Bien sûr, Moi, là-dessus, je laisserais plutôt, moi, aux entraîneurs vraiment bien sûr. placer, voilà, placer voilà, la pratique voilà, d'1 heure par semaine. Je leur laisserai le soin de placer cela sur le calendrier, là où c'est ou le Le plus, plus euh, propice par rapport aux le enjeux. plus efficace ou le plus adapté. Voilà. Ouais, le plus adapté. C'est vrai que, voilà, on Comment? répète, Voilà. je vais juste répéter, on est là pour, voilà, éveiller les consciences. Voilà, je sais que, voilà, il y a tout un tas d'autres choses qui sont aussi tout aussi prioritaires hein, dans la planification d'entraînement si vous êtes entraîneur. Mais voilà, c'est pour éveiller les consciences et dire que, Mais ce qui est possible aussi, Karine, je me permets juste ouais, concernant, vas-y, vas-y. pour être un petit peu pratico-pratique, le fait d'intégrer une séance de pilates dans une semaine d'entraînement d'un triathlète, y compris une période hivernale, avec sa charge professionnelle, sa vie privée, parce que c'est chronophage du triathlon, on le sait tous, hein, ça sera compliqué, ça demande un effort, ça demande de faire un choix et donc de faire des renoncements. Voilà, ça implique un choix parce que bah, le temps nous est compté, 24 heures, voilà, on peut pas, voilà, 24 heures, c'est 24 heures. Donc, euh, je suis pas vraiment convaincu. Alors, ça fera le job, voilà. S'il y a une salle à côté, s'il y a des relations dans le club et qu'on peut ouvrir un créneau, euh, voilà, donc ça peut le faire. Hein, on peut trouver une collaboration, un partenariat avec, voilà, un coach qui dispense de la méthode Pilates, une possibilité de venir dans la salle, etc. Voilà, il y a des solutions. Mais je pense que d'un point de vue pratico-pratique, on peut aussi envisager que les éducateurs sportifs les entraîneurs, les brevets fédéraux de triathlon qui encadrent donc les triathlètes peuvent se former et pour optimiser, pour être plus productif en termes de temps, intégrer la méthode sans parler de méthode Pilates à l'intérieur de leur séance pour la natation, C'est pour la ça, course à pied. c'est ça. Voilà. Alors le vélo un peu moins parce que ça s'y prête moins. Voilà, mais c'est tout à fait Et possible. on le voit d'ailleurs hein, dans beaucoup de clubs maintenant, il y a On peut carrément. faire de la pré-fatigue en pilates, on peut faire de la post-fatigue, on peut faire des transferts, donc on peut faire du spécifique, hein, on peut vraiment faire du spécifique, hein, et idem pour la course à pied. Hein, c'est facile à mettre en place en termes de matériel. Voilà, autant autour d'un bassin, autant qu'en course à pied. Et peut-être que là, effectivement, la question à poser, est-ce que ça ne sera pas une valeur ajoutée pour nos entraîneurs de triathlon, pour ceux qui ont leurs brevets fédéraux, ceux qui sont bénévoles, est-ce que ça ne serait pas une valeur ajoutée pour eux de vivre la formation pour que eux bah, puissent ressentir, confirmer, être convaincus, parce qu'il faut ressentir. Hein. Encore une fois, les mots ne suffisent pas. Il faut ressentir pour être convaincu. Hein. Il faut ressentir sur soi-même. Et à partir de là, d'avoir un outil en plus dans leur capital pédagogique, d'avoir un outil en plus à proposer, à intégrer à l'intérieur même des séances. C'est ça. Exemple, course à pied, avant de faire la séance de VMA, dans l'échauffement, bon, bah, il y a un échauffement, échauffement général, footing tranquille, et après, sur 15 minutes, mettre en application voilà, des mouvements, des situations, mobilité fonctionnelle, méthode Pilates, à la préparation C'est ça. et à la prévention. Idem pour le bassin. Voilà. Et là, peut-être qu'effectivement, bah, la problématique temps ne se poserait plus. Ouais. Donc, impliquer, voilà, intégrer dans les plans d'entraînement, dans les 3 disciplines, surtout la natation et la course à pied, des outils spécifiques faisant office de post-fatigue ou de pré-fatigue en natation, en course à pied. Voilà, des choses simples, efficaces à mettre en place. Et puis, bah voilà, le job, il est fait. Donc là, on Ouais. gagne 1 heure. Là, tiens, dans les trucs, un peu les commentaires, il y avait Alexandre qui disait qu'il avait fait du Pilate suite à une blessure. Il a commencé il y a 3 semaines. Il découvre le Pilate et il dit il était blessé, bah, tiens, aux ischios. Oui. Et il sent voilà, un vrai bénéfice depuis que
qu'il est sur les cours de Pilates. Apparemment, il a dû commencer des cours près de chez lui. Allez, encore une petite question, une ou deux questions pour David. Il nous reste, allez, 5 petites minutes, même pas, parce on va pas non plus le retenir et abuser. Hein, faut jamais abuser, voilà, des gens. Et puis, les explications sont tellement claires. Je le rappelle, vous pourrez avoir resuivre hein, ce webinaire en replay. Voilà, s'il y a tout un tas de choses que vous n'avez pas pu. Comment dire, ou s'il y a des gens à qui vous voulez passer le webinaire, mais également en podcast. Voilà, tu l'as dit, on peut travailler aussi spécifiquement les transitions hein, avec tout un tas d'exercices pilates. Allez, une ou deux dernières questions, ou c'est moi qui vais poser, ou tu avais peut-être un truc que tu voulais aborder par rapport à tout ce que l'on avait prévu, qui était dense Bah, déjà. écoute, effectivement, bah, transition, alors oui, c'est global, donc ça intervient sur toutes les facettes de la pratique. Alors il y a aussi le travail de coordination qui peut être aussi intéressant. Hein. Le travail de la respiration latérale costale, elle peut aider les pratiquants, alors non pas les triathlètes émérites, nageurs, voilà, mais ceux qui commencent et dont la natation est un petit peu la bête noire, et il y en a quelques-uns, je présume, elle va aider, elle va contribuer à aider à trouver son tempo respiratoire dans la natation. Alors, elle va aider partiellement, mais ça peut être une contribution. Voilà, donc comme c'est une technique qui est globale, bah, voilà, moi, ma façon de voir les choses, elle s'adresse sur toutes les facettes de la pratique, quoi, sans aucun problème, quoi. En tout Après, cas, la problématique, c'est la mettre en place, quoi. Voilà. voilà, c'est toujours voilà, mettre en place les choses et c'est aussi notre devoir voilà, de vous informer, d'éveiller les consciences, que vous soyez pratiquant, éducateur, peu importe. En tout cas, il y a, voilà, tout le monde me dit, mais enfin voilà, dans le chat, là, il y a des gens qui disent, mais c'est très très clair, merci pour toutes ces explications, voilà, merci pour ce webinaire très intéressant. C'est chouette. Allez, est-ce qu'il y a une dernière question? On va pas retenir David et puis parce que peut-être qu'il n'a pas encore dîné. Voilà. Sophie nous dit merci beaucoup, Nadine aussi. Voilà. Bah écoute, je pense que on va Non, se laisser là. Alors, Ça va, Karine. Il y a pas de problème. concrètement, donc cet été, si les gens veulent suivre tes cours, ils tapent, donc tu as dit RD Pilates. Alors, il suffit d'aller sur contact@rdpilates.fr. Bah, peut-être que tu pourras mettre le lien Ouais, bah là, je le contact@rdpilates.fr. tape en direct, donc Voilà, et ils envoient juste un petit message comme quoi, bah voilà, j'ai vu le webinaire, je suis curieux, et puis bah on leur enverra le lien. donc Voilà. contact@rdpilates.fr. .fr. Voilà, je l'ai mis dans le chat. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, Et si je peux par faire un petit topo aussi, hein, voilà, je peux faire un petit topo, et puis après, bah, tu peux le placer en publication, une petite synthèse, voilà, y a ouais. pas de problème. Hein. Bah Puis bah, écoute, après, moi, je déjà, peux rester aussi indépendamment voilà, des cours que je propose en visio cet été, hein, indépendamment de ça, voilà, je peux aussi t'amener à répondre à des questions si besoin, y a pas de problème, quoi. Mm. ok. Ben, en tout cas, un grand merci. J'ai mis contact@rdpilates.fr, David Roch. C'est ça. Voilà, merci pour tout. C'était passionnant. On a essayé, voilà, il y avait tellement de choses à dire. J'aime bien parce qu'il m'a envoyé tout un plan extrêmement structuré. C'est cool, c'est chouette de bosser avec des gens comme ça qui donnent de leur temps. Voilà, on est tous aussi à donner du temps de façon voilà, bénévole, il faut le dire Mm. aussi, David. Et donc, voilà, un grand merci, vraiment. Avec grand plaisir. Merci à toi, Karine. Merci bah, à vous tous. Hein, puis Et à puis, la Ligue. Ça fait plaisir. Ok. ouais, puis Il y a le peut-être, site aussi, juste Karine, ça me vient. oui, Parce que vas-y, il dis-moi. y a le site rdpilates.fr. Voilà. Sur le site, ils auront la rubrique contact. Ça sera peut-être plus simple pour tout le monde. Voilà. Voilà. rdpilates.fr. Il y a tout le site. Et là, il y a pas mal d'informations. Voilà.
il y a aussi quelques vidéos. Donc, il y a aussi la chaîne YouTube. Voilà, il y a quelques vidéos sur YouTube. Bon, voilà, quelques petites séances qui peuvent donner un avant-goût. Voilà, donc il y a voilà, www.rdpilates.fr, ça c'est le site du centre de formation pro. Et puis sur YouTube aussi, voilà, il y a RD Pilates, pareil, il y a Eh ben quelques super. petites Et vidéos. puis de toute façon, on va monter tout ça rapidement avec la com de la Ligue Île-de-France. Le Après, montage. il y a plein de choses. Hein. Voilà, il y a aussi le travail neuromoteur axial et respiratoire. Il y a les ajustements techniques. Voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Après, le mieux, c'est de pratiquer. Voilà. Exactement. Et puis on va conclure par vive le mouvement. Je crois que voilà, on est raccord sur ça. Voilà, moi je t'ai découvert pendant le Covid. C'était un gars du club qui m'avait dit non mais il y a the personne en mouvement et de mobilité. Ok. Et donc c'était comme ça que j'avais été coordonnée. Merci, Voilà, Karine. merci. Je Ouais, finis juste par ça. S'il y a certains professionnels qui sont éducateurs sportifs, ouais, métier de la forme ou triathlon, voilà, je suis aussi directeur du centre de formation en Pilates où je forme les professionnels à la méthode Pilates classique, donc sur les différents aspects qu'on a évoqués ce soir. Donc la formation est certifiée KLOP, donc c'est une formation qui sont 100% finançable, c'est donc une formation donc, qui est certifiante. Donc voilà, toutes les informations sont sur le site rdpilates.fr. Je m'adresse aussi aux professionnels, c'est-à-dire kinésithérapeutes, ostéo, bien chiro, sûr. professionnels de la santé, éducateurs sportifs, voilà. Donc juste voilà pour conclure dans la dynamique du fait voilà, ça peut être chouette aussi de se former pour être autonome hein, et gagner du temps. Voilà, on propose depuis 13 ans, le centre de formation existe depuis 13 ans, on propose des formations professionnelles qui se font sur 24 heures. Voilà, il y a 3 jours, mais qui sont dédiés aux professionnels par contre. Hein. Voilà, il y a des D'accord. prérequis. Voilà, Donc sur 24 heures pour les professionnels. voilà D'accord. c'est ça, ouais. Ouais. Donc sur tu as dit 3 jours Trois pour jours, c'est ça, ouais. Ouais, 3 jours. sur 3 jours, D'accord. ouais. Mm. Ok. Ok. Bah écoute, c'est Et je super me déplace aussi sur place pour former pour former. dans les Ok, clubs. bah, ça Voilà. c'est bon à Voilà, savoir. ça m'arrive d'aller dans des piscines, des agglos. Voilà, j'étais à Vannes, là en piscine. Il y avait 3 bésanes à former. Donc, voilà, donc on m'a contacté. J'ai été les former, spécifique pour la natation. Voilà, la formation dure 24 heures. Et au bout de 24 heures, bah, le but, c'est qu'ils soient autonomes, professionnels. Ils ont des outils en place pour s'approprier la méthode Pilate dans le cadre de leur entraînement avec les différents publics. Ok. Eh ben, merci à toi pour toutes Voilà. les infos. On vous souhaite en tout cas à toutes et tous une bonne soirée. Un grand merci, David. Merci Karine. Euh, Bonsoir et à puis, tous. et puis on se dit à très vite et promis, je t'envoie le lien dès que c'est monté en podcast et en replay. Voilà. Bonne soirée Ça à marche toutes et Karine. À tous et puis bientôt. soyez Merci de votre accueil. ambassadeurs. Bye bye.